un historien du XIXe siècle, Amédée Thierry, raconte l'ignoble stratagème de Jules César pour arriver à ses fins. Cet ignoble stratagème, ça a été la corruption des élites gauloises. Voilà ce qu'écrit l'historien Amédée Thierry. Depuis le commencement de la guerre, César s'était fait livrer tous les jeunes Gaulois, distingués par la richesse, la naissance ou le rang de leur famille. Et il les gardait près de lui, moins comme des auxiliaires que comme des otages. Étudiant à loisir leur caractère et leur penchant, il s'appliquait à les corrompre par l'ambition, à les éblouir par la gloire, à étouffer en eux tout sentiment patriotique. C'est extraordinaire. L'Empire naissant, puisque c'est en fait le fils adoptif de Jules César, c'est Auguste, qui en moins 27 avant Jésus-Christ va définitivement fonder l'Empire romain. Mais Jules César, nous sommes sous la République finissante, il est en train de bâtir un empire. Et Jules César invente cela, la corruption des jeunes élites gauloises pour progressivement étouffer en eux tout sentiment patriotique. De cette pépinière de petits tyrans, continue l'historien français, sortaient ces instruments les plus dévoués et les traîtres les plus redoutables à la Gaule. Le proconsul les jetait ensuite sur le point où il voulait exciter des orages. Il leur prodiguait l'argent, il leur prêtait au besoin ses soldats, il préparait par leurs intrigues chez ses alliés les plus fidèles une conquête facile et en apparence moins odieuse que la conquête à force ouverte. En apparence moins odieuse. Jules César a inventé aussi quelque chose, c'est qu'il préfère faire installer l'Empire en Gaule par des Gaulois eux-mêmes qui sont des traîtres à leur patrie. But we do have a very special relationship. In fact, I'll get that little piece of dandruff for a little piece. We have to make him perfect. He is perfect. An excellent personal relationship, so I want to thank you for that. Thank you. Thank you. What would you like to say about Iran? You did a good job. You did a great job. C'est mieux. Important pour nos peuples. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. I like him a lot. Ainsi donc, on peut mesurer cette étonnante pulsation de l'histoire de France. L'histoire se répète, encore et encore et encore. Rappelez-vous comment elle a commencé avec l'héraldique céleste, qui avait été choisie par les successeurs du Capet pour faire pièce à Othon Ier. Le drapeau bleu aux fleurs de lys d'or. Puis la Révolution française avec l'apparition de la souveraineté nationale, la disparition de tous les symboles d'or et puis le bleu, le blanc et le rouge qui sont le symbole du peuple français qui essaye de mettre la main sur la souveraineté. Et puis, vous vous rappelez la suite. La suite, c'est Napoléon qui fait revenir les symboles d'or pour montrer qu'il retire au peuple sa souveraineté. Et puis, vous savez la suite, c'est la restauration des Bourbons qui reviennent sur le drapeau de la monarchie française avec les fleurs de lys. Et puis vous connaissez la suite, c'est la Deuxième République où on voit de nouveau revenir la souveraineté nationale, la souveraineté populaire avec le drapeau bleu, blanc, rouge. Et puis quoi? Et puis après, vous savez que c'est le coup d'État de Napoléon III. Et on voit réapparaître la souveraineté céleste et on retire aux Français la souveraineté nationale. On leur met des étoiles. Là, en l'espèce, ce sont des abeilles d'or. Et puis, c'est l'arrivée de la Troisième République. De nouveau, on revient en République et on rend aux Français leur souveraineté nationale. Et puis, après la Troisième République, c'est Vichy. On retire aux Français leur souveraineté nationale et on voit réapparaître ces étoiles d'or décidément maléfiques. Et puis, on voit réapparaître ensuite la Cinquième République avec De Gaulle, où on rend aux Français leur souveraineté. Et puis, voici ce qui est en train d'arriver à notre époque. Revoici ces calamiteuses étoiles d'or. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est encore une fois le même cycle qui continue. C'est que on a encore une fois repris aux Français leur souveraineté nationale. À chaque fois, c'est différent, vous l'avez noté.
C'est l'un des grands principes de l'histoire. L'histoire ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. À chaque fois, elle emprunte de nouvelles formes. L'empire se transmute. Mais c'est au bout du compte toujours la même histoire. Quel empire? Oh, c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes. On dit chercher la femme ou chercher le... Là, quel empire? Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Sadly, the American dream is dead. We don't have victories anymore. We used to have victories, but we don't have them. When was the last time anybody saw us beating, let's say, China in a trade deal? They kill us. I beat China all the time. All the time. When did we beat Japan at anything? They send their cars over by the millions. And what do? When was the last time you saw a Chevrolet in Tokyo? It doesn't exist, folks. They beat us all the time. When do we beat Mexico at the border? They're laughing at us, at our stupidity. And now they're beating us economically. They are not our friend, believe me. But they're killing us economically. The U.S. has become a dumping ground for everybody else's problems. Thank you. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique, et notamment la CIA, par des sociétés écrans interposées, et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite, sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des documents déclassifiés. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent du comité américain pour les États-Unis d'Europe provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Une note émanant de la direction Europe du département d'État datée du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benamou dans un livre qui s'appelle Le Dernier Mitterrand, paru chez Plomb en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs, les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant
une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics.